Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'heure où sort cet épisode, je suis en vacances aux Philippines, mais je tenais à vous partager cette interview qu'on a enregistrée au mois d'avril avec Anne Pioz, qui est psychothérapeute et spécialisée dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Je tenais vraiment à inviter une psychothérapeute et surtout Anne Pioz, que je suis depuis bientôt 1 an et dont j'écoute le podcast, qui m'a beaucoup aidée pour ma formation d'accompagnement des troubles alimentaires. Et j'avais vraiment envie de l'inviter pour qu'elle explique avec ses mots de psy ce que sont les troubles alimentaires et les alimentations troublées, sachant que c'est très important quand on souffre de troubles du comportement alimentaire de consulter aussi une psychothérapeute, un ou une psychothérapeute qui soit éveillée à ces sujets, voire spécialisée là-dedans, en plus d'un accompagnement de naturopathie et d'un suivi médical. Donc on a vraiment discuté de sa définition avec ses mots de psy, des différents TCA, des causes profondes, de l'impact que ça peut avoir dans le quotidien, et elle a aussi partagé son long parcours dans l'alimentation troublée et son rapport au corps, avec tous les régimes qu'elle a pu faire, tout ce parcours en fait du combattant pour se libérer en fait de l'injonction à la minceur. J'espère que cette interview vous plaira et qu'elle vous donnera envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale vis-à-vis de tout ça. Je profite encore de cette introduction au podcast pour vous rappeler la sortie, il y a quelques jours, quelques semaines, de mon e-book VG Forever, que j'ai écrit pour vous aider à prendre soin de votre santé et vous tourner vers une alimentation végétale sans tomber dans des restrictions et du contrôle, parce que oui, c'est possible. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Anne de ce sujet, que la naturopathie et d'autant plus l'alimentation végétale peut être encore un moment où on va se restreindre, où on peut tomber dans de l'orthorexie, qui est un trouble du comportement alimentaire, où on est obsédé par le fait de manger sain, où il y a beaucoup de contrôle, et l'alimentation végétale, enfin en tout cas les personnes qui tombent en fait dans ces restrictions profitent en fait de cette excuse de vouloir devenir végane aussi pour du coup s'infliger encore plus de restrictions. Et j'ai vraiment écrit ce livre pour lutter contre ça, pour montrer qu'on peut avoir une alimentation végétale et prendre soin de sa santé de manière naturopathique, sans tomber dans du contrôle, sans tomber dans des restrictions, sans se flageller, sans se restreindre, que la naturopathie et l'alimentation végétale soient une façon de tomber dans l'abondance, justement, l'abondance de santé, l'abondance d'options, l'abondance de végétal, l'abondance d'amour, l'abondance de gourmandise aussi. J'avais vraiment envie de transmettre ça dans cet e-book, donc je pense que si vous écoutez cet épisode, vous serez intéressé par mon e-book. Je vous laisse le lien en description de l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Dans cet e-book, je partage vraiment toutes mes connaissances, mon expérience, tous mes conseils généraux que je propose à mes clientes qui veulent transiter vers l'alimentation végétale, apaiser leurs problèmes digestifs ainsi que leur relation à la nourriture quand on fait une transition végétale. Vous y trouverez aussi bien des conseils naturopathiques pour booster vos capacités digestives, gérer votre stress, que des informations poussées sur les nutriments sur lesquels être vigilant lorsqu'on souhaite se passer des produits animaux. Voilà, encore une fois, pour être dans une énergie d'abondance plutôt que de choses qu'on doit supprimer et qu'on doit se restreindre. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous dis à très bientôt. Il y aura encore une pause la semaine prochaine pour les personnes qui écoutent le podcast au moment de sa sortie. Il y aura encore une pause la semaine prochaine, le temps que je revienne de mes vacances. Mais j'ai vraiment très hâte de vous retrouver et on se rejoint de toute façon tous les jours sur Instagram et en newsletter. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez aussi le lien dans la description de l'épisode, ou tout simplement sur mon site, dans ma bio Instagram, tout en bas de la page de mon site. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute, je vous dis à très bientôt et passez une bonne semaine. Bonjour Anne, comment vas-tu ? Bonjour Louise, écoute, ça va bien. Là, tu vois, je me tourne parce que je regarde le ciel, il fait beau à Dourdan aujourd'hui, là où je vis. Et puis, je suis très heureuse que nous ayons cette conversation. Je te remercie beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Merci à toi d'avoir accepté de venir dans mon podcast. Moi, j'écoute le tien assez religieusement. Je te remercie. Je te remercie. J'ai découvert ton podcast pile au moment où je me suis lancée dans une formation en accompagnement des troubles alimentaires.
Et, Mmh. et l'enseignante nous disait tout le temps dans ses vidéos d'aller écouter des témoignages en fait pour développer Mmh. notre compassion en fait et notre compréhension de la complexité de tout ça. Donc ça a été un soutien et un appui quoi, donc voilà. Du coup, pour commencer ce podcast, je voulais, du coup que tu commences tout simplement par te présenter, version perso, version pro, voilà, tout ce que tu OK. veux. Bon, alors, on a combien de temps? Parce que on va recommencer, hein. Pas trop de C'est temps, toujours, j'aime bien que cette question ne d'accord, dure pas 25 synthétique. minutes. OK, Ça m'est OK. déjà arrivé. Ah oui, quand même. OK, bah, merci de me cadrer alors. Voilà. Alors, je suis donc Anne Pioz. Allez, on va commencer au niveau personnel. Donc, j'ai bientôt 54 ans à l'heure où nous enregistrons cet épisode. J'ai 2 enfants qui sont à présent adultes, un mari. Nous avons fêté nos 20 ans de mariage cette année, mais ça fait bien plus longtemps que nous nous connaissons et que nous vivons ensemble. Je vis à Dourdan, dans le sud de l'Essonne. C'est le sud-ouest, allez, on va dire, la région parisienne. J'aime beaucoup être ici et j'y ai mon cabinet. Donc je suis, certifiée à la pratique de la psychothérapie depuis, j'ai du mal avec les chiffres et les dates, mais je pense que c'est pas loin de 15 ans maintenant. Donc j'ai ouvert mon cabinet ici à Dourdan, il y a, ouais, 12-13, voilà, quelque chose comme ça. Très heureuse de ce travail que je fais pour accompagner les personnes dans, leur cheminement en psychothérapie. Et puis depuis quelques années, depuis 2-3 ans, je me spécialise plus autour des troubles, alimentaires. C'est, alors, on va en parler je pense après, mais c'est aussi ce que j'ai pu vivre moi personnellement qui m'a amenée à creuser ce sujet-là et ça faisait un moment que je tournais autour et voilà, j'ai commencé à proposer des accompagnements autour de ces questions-là en fin 2020, début 2021. Et D'accord. au niveau ici, local de mon cabinet, à vraiment axer de plus en plus ma pratique, même si elle reste, généraliste, hein. Je reçois des personnes qui souffrent d'autres, problématiques, mais voilà, ça se spécialise de plus en plus. D'accord, OK. Bon et bien vas-y, je te laisse nous dire un petit peu ton parcours dans les troubles du comportement alimentaire et ton histoire par rapport à ça. Oui, alors, moi je n'ai jamais souffert d'un trouble des conduites alimentaires, tel qu'on peut le diagnostiquer. Voilà, sachant qu'on va plus parler d'une alimentation troublée. Peut-être on définira ça, Mmh mh. ensuite, hein, les Ouais. différences, mais voilà, on peut pas, plaquer en fait sur mon comportement alimentaire un trouble. Cependant, depuis mon adolescence, je pense, j'ai, souffert de, préoccupations, on va dire, autour de mon image corporelle et de ce fait, autour de mon alimentation puisque vers l'âge de 17-18 ans, j'ai fait un premier régime pour perdre quelques kilos. C'est assez classique, tu vois, de l'adolescente qui se sent mal dans son corps, qui se trouve un peu ronde, qui essuie des remarques, parfois au collège. Hem, les fameux, tu sais, 2-3-5 kilos de trop, en fait, qui vont faire que tu vas être un peu stigmatisée, pointée du doigt. Je pense que j'ai jamais été grosse, en fait, avec le recul, tu vois? Quand je vois les photos, que je me vois adolescente, mais j'étais pas grosse, quoi. J'étais, ronde peut-être, enfin bref. Mmh. Et donc voilà, premier régime et puis s'en est suivi, pendant, 30 ans, des périodes où je me remettais au régime, où je perdais du poids plus ou moins et puis j'en reprenais et puis j'en reperdais. Alors pas sur des yo-yo, énormes, tu vois? Ça tournait autour d'une dizaine de kilos en général, 10-15 kilos. Et puis Ça j'ai fait eu mes beaucoup. 2 enfants. Oui, c'est quand même beaucoup, hein, effectivement, mais voilà, je sais que ça peut être bien plus, large, en fait, ces yo-yo-là, mais en plus, c'était sur des périodes de temps assez longues, tu vois? Donc voilà. Il y a eu les grossesses, et paf, après ma fille est née, à nouveau un régime et puis une deuxième grossesse et puis je repère et puis je prends et cetera et cetera. Et puis, parallèlement à ça, puisqu'il y avait cette préoccupation autour de l'alimentation et puis des
règles que j'avais internalisées de il faut, il ne faut pas, tu devrais, pourquoi tu n'arrives pas à tenir ton régime, comment ça se fait que tu craques. Donc des compulsions qui se sont développées que moi j'appelais plus du grignotage, tu vois, à l'époque. Je connaissais pas ce terme-là, mais avec le recul qui peut, voilà, je peux mettre ce mot de compulsion aujourd'hui. Mais voilà, c'était intégré, si tu veux. Il y avait les périodes où j'étais au régime et où là, alors là, j'étais dans les clous, tu vois, je faisais ce qu'il fallait, entre guillemets, et mon comportement alimentaire me semblait optimal, en fait. Je mangeais sainement, alors moi, j'ai beaucoup fait Weight Watcher, hein. Je me suis beaucoup inscrite, désinscrite, réinscrite. Donc, je comptais tout en points, hein. J'avais complètement, tu vois, mais c'est exactement le même système que le comptage de calories, en fait. Mais je savais exactement, là, il y a tant de points. J'avais complètement intégré. Et tant que j'arrivais à tenir ce fameux quota de points pour perdre du poids, pour ne pas regrossir, eh bien, ça fonctionnait. Mais dès que je lâchais, et ce qui était logique parce que c'est pas humain, en fait, d'être tout le temps en train de compter et de voilà, eh bien, bah, je lâchais tout et tu vois, c'était le foutu pour foutu. Et puis voilà, et puis je reprenais du poids. Je me disais: «Oh, de toute façon, j'en ai rien à faire» et tout ça. Jusqu'au moment où j'arrivais, genre à une dizaine, tu vois? Un palier où je me disais: «Oh non, là, quand même, c'est pas possible» et hop, je me réinscris à Weight Watchers et je recommence et voilà. Et puis donc en 2019, donc tout ça, ça a duré jusque 2018-2019 où j'avais entamé une dernière tentative, tu vois, pour perdre du poids avec le jeûne intermittent. Alors là, j'avais trouvé le Graal. Tu sais, il y a même plus besoin de compter les points, en fait. Il suffit que je ne mange pas le matin et je vais perdre du poids. Donc ça a fonctionné, hein, sauf que bon, je faisais pas mal de compulsions le soir, cela dit, de ce fait que je savais que le matin, je pourrais pas manger, donc voilà. Et d'ailleurs, ça a été quelque chose de très long à désinstaller dans mon apaisement de ma relation alimentaire. Mais donc, voilà, et en faisant des recherches sur le jeûne intermittent, j'avais trouvé, des vidéos et un podcast, d'une personne, qui parlait beaucoup d'alimentation dite émotionnelle. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je me rendais bien compte que enfin, pour moi, c'était ça le problème. Je mangeais mes émotions et du coup, c'est pour ça que je faisais des compulsions et en fait, si j'allais travailler cette question autour de l'alimentation émotionnelle, eh bien, j'allais pouvoir, apaiser mon comportement alimentaire. Tu vois? Là, je commençais à voir que il y avait un problème avec mon poids, ou enfin, en tout cas, moi, je considérais qu'il y avait un problème avec mon poids, mais il y avait un problème avec mon comportement alimentaire. Et là, je me suis dit: «Ah oui, en fait, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que tu ailles travailler». Donc je me suis faite accompagner, là-dessus, pendant, 6 mois à peu près, mais avec une intention quand même de continuer à perdre du poids, tu vois? J'étais toujours dans cette intention-là qui guidait en fait, ma démarche. Mais parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler le comportement alimentaire. Et puis par la suite, j'ai découvert la démarche de thérapie d'alimentation intuitive. J'ai commencé à comprendre en fait qu'au-delà de la question des émotions, il y avait autre chose qui se passait et je suis entrée dans cette démarche-là que j'ai traversée déjà moi, de mon côté. J'ai commencé à découvrir qu'est-ce que c'était que ce truc de la culture des régimes, de la minceur et de tout ce qui venait driver en fait, ces injonctions à perdre du poids et j'ai commencé à comprendre que le problème, c'était pas le poids en fait, c'était les injonctions que j'avais internalisé, comme beaucoup de femmes, hein, autour de ma silhouette, autour du poids, autour de la minceur et qui guidait ça, en fait. J'ai commencé à comprendre ce qu'était la restriction cognitive, donc toutes ces pensées que j'avais internalisées autour de mon comportement alimentaire et puis j'ai commencé à comprendre qu'en étant dans la restriction même physiologique, CF, le jeûne intermittent, eh bien j'imposais à mon corps, en fait, de fonctionner en dessous de ce qu'il avait besoin, en fait. Donc j'étais piégée à la fois dans cette restriction physiologique et cette restriction cognitive qui venait expliquer les compulsions, en fait, et les «craquages» entre guillemets. Hem donc quand j'ai travaillé sur cette permission inconditionnelle de manger, sur retrouver mes sensations, mais surtout, moi, le gros du travail, ça a été autour de la culture des régimes, de la minceur, de comprendre tout ce qui drivait ça, de déconstruire, en fait, toutes ces pensées autour de la minceur et du poids.
Bon, ça a été un long travail, mais je peux dire qu'aujourd'hui, parce que ça fait pas si longtemps que ça, hein, j'ai vraiment un comportement alimentaire qui s'est apaisé et surtout des pensées autour de mon corps qui se sont apaisées. Bon, à côté de ça, il y a eu aussi tout un travail sur le mouvement parce que dans cette période où, j'ai fait ce dernier régime, où je voulais perdre beaucoup de poids, je m'étais aussi remise au sport. Je faisais énormément de fitness, enfin tu vois, des hits à Mmh. gogo, en fait, qui sont un stress pour le corps, phénoménal. Et ces fameux programmes, tu sais, en 3 mois, tu retrouves ta silhouette, nanana, à coup de, X séances de sport par semaine et cetera et cetera. Donc j'ai apaisé aussi ma relation au mouvement, ce qui pour moi fait partie du travail. Ah et voilà, aujourd'hui, je soupire parce que quand je pense et voilà, j'ai beaucoup de bienveillance aussi envers la moi d'avant, tu vois? Qui était, vraiment, gouvernée par tout ça parce que je faisais du mieux possible, en fait, du mieux possible, par rapport à ce que je pensais devoir faire pour mon corps, pour moi, mais voilà, ça a été beaucoup de choses que j'ai imposées à mon corps, en fait, beaucoup Mmh. de stress, en fait, de stress et de souffrance. Mais voilà, aujourd'hui, ça y est. Je pense que je peux dire que c'est derrière moi et je suis vraiment heureuse, en fait, de pouvoir, transmettre, aussi, ce que j'ai pu, traverser moi, mais aussi ce que j'ai pu apprendre au travers de tout ça, hein. Et c'est aussi pour ça que, tu parlais du podcast, hein, donc La pleine conscience du pouvoir. C'est un podcast que j'ai créé, en mars 2021, si je ne me trompe pas, toujours avec ce problème de mémoire de date et de chiffres. Mais je voulais vraiment, j'avais à cœur de transmettre des témoignages parce qu'au-delà de ce que moi j'ai pu vivre, et qui, d'ailleurs, hein, n'est pas un trouble des conduites alimentaires, mais plutôt une alimentation troublée, je voulais vraiment pouvoir, avoir un panel, tu vois, de témoignages, sur, tout ce spectre, en fait, des troubles des conduites alimentaires et de l'alimentation troublée, pouvoir le balayer, pouvoir, essayer que le plus possible de personnes se retrouvent, en fait, dans ces témoignages, même si chaque histoire est différente et voilà, ça faisait vraiment partie de ce que je souhaitais, transmettre, tous Mmh. ces témoignages. Voilà, voilà. Mais j'ai beaucoup parlé là, je sais pas si Non, non, au ça niveau va, du ça va. timing. OK. Non, non, non. Bah, merci d'avoir partagé tout ça. Je ressens ton soulagement d'être arrivé en haut de la montagne. Mmh. Oui. C'est vrai que ça c'était long, quoi. Tous ces réinscriptions à Weight Watchers, Mmh. c'était vraiment, une malédiction, quoi. Oui et puis je t'ai pas dit tout ce que j'ai pu essayer Mmh. avant, hein, dans ma vingtaine, entre 20 et 30 ans, entre les Slim Fast, les, Montignac, les, tu sais, monodiète, enfin, tout ce qui me semblait, «Ah bah tiens, ça j'ai pas essayé, allez j'y vais». Bon, je tenais plus ou Mmh. moins longtemps, hein, parce qu'il y a des trucs, c'est tellement aberrant que, voilà, c'est impossible à tenir en fait, mais, C'est vraiment un et parcours du combattant. ah ouais, c'est un parcours du combattant, hein, La fatigue. et tout ça pourquoi, en fait, hein? Bah, Tout oui. ça pourquoi, en Pour fait? qu'au final, Ouais. maintenant, tu te revois en photo. Moi, c'est ce que je suis en train Oui. d'expérimenter aussi. Tu revois des photos où quand elles ont été prises, sur le moment, tu te disais que tu étais horrible, que tu étais Mmh. grosse, tu voulais les supprimer et maintenant quand tu les regardes, tu es là: «Mais en fait, j'étais toute mignonne!» Mmh, mais oui, mais bien sûr. Où était le problème, en fait? Où Ouais. était le problème, hein? Bah, Mmh. pas dans le poids finalement, comme tu dis. Non, Mmh. mais non, complètement. Hem, est-ce que tu peux expliquer du coup, dans ton accompagnement de psychothérapie, quels sont les outils que tu proposes? Donc, moi mon idée aussi dans ce podcast, c'est d'expliquer la complémentarité entre, mon approche naturo, et l'accompagnement, psychothérapeutique. Petite. Oui, c'est ça. Parce que, bah, voilà, surtout quand moi, ce qu'on m'a appris dans ma formation, c'est que, il faut, absolument envoyer, nos clients en naturopathie vers de la psychothérapie pour aller travailler aussi en complémentarité cette problématique des TCA, surtout si c'est des TCA de type diagnosticable. Mmh Il mh. faut absolument pousser la personne à le faire, donc j'ai vraiment envie Mmh. que les personnes qui m'écoutent et mes potentiels aussi, accompagnés comprennent, l'intérêt.
Donc est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce que tu proposes comme outil pour apaiser les TCA? Oui. Alors en fait, ce qu'on va principalement travailler, même si, comment dire? C'est vraiment très large et puis ça va s'adapter à chaque personne. Ben, moi, tu vois, j'ai pas, par exemple, un protocole que je vais appliquer, pas à pas, tu vois? Voilà, pour toutes les personnes. Mais principalement, on va travailler sur cette, restriction cognitive dont je parlais tout à l'heure, c'est toutes les pensées autour du comportement alimentaire, tout ce qu'on a internalisé comme règles. Donc, ça va passer par, apprendre à les observer déjà, ces pensées, à les identifier, à se rendre compte que, notre esprit va nous envoyer, alors d'autant plus pour les troubles, restrictifs, des injonctions, en fait, des règles et de se rendre compte aussi que ce sont des pensées, ce n'est pas la réalité. Donc, alors moi je suis formée entre autres à la thérapie, ACT qui est une approche thérapeutique, dite, TCC troisième vague en fait, qui va allier, cette observation des événements intérieurs, que ce soit les émotions, les pensées, les sensations, hem et donc après pour les observer, les analyser et regarder quels comportements elles nous amènent à mettre en place. Et on va utiliser, pour les personnes à qui ça parle en tout cas, la pleine conscience qui va être cet, outil. Je mets des guillemets aussi à outil parce que la pleine conscience c'est tellement plus vaste qu'un outil. Mais en tout cas, la pleine conscience va nous aider à, petit à petit muscler cette possibilité de faire des pas de côté pour pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, ça va nous entraîner à observer donc nos pensées, comme je le disais tout à l'heure, et à se rendre compte petit à petit que ces pensées sont vraiment, des mots, des images que notre cerveau, notre esprit nous envoie parce qu'il veut le meilleur pour nous, en fait. Mais que nous ne sommes pas obligés de nous laisser embarquer par ces pensées et nous ne sommes pas obligés d'adopter des comportements qui vont, au final, à moyen ou long terme, nous éloigner de ce qui est important pour nous. Donc voilà, la restriction cognitive, on va y travailler en identifiant déjà les pensées, en se rendant compte que c'est cette part de nous, qui souffre en fait, qui nous amène, ces pensées de restriction par exemple et on va aller travailler dessus. Ensuite, il va y avoir un travail, sur le climat émotionnel aussi, parce que je disais tout à l'heure, hein, que, tout ce qui était, alimentation dite émotionnelle, ça avait été un travail important pour moi, même si c'était pas que ça le problème. Mais, souvent, chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, on peut avoir des difficultés autour du climat émotionnel et de traverser les émotions. D'ailleurs chez beaucoup de personnes, hein, pas que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, mais cette éducation émotionnelle, hein, je trouve, enfin moi j'aimerais que ce soit enseigné, dès l'enfance, pourquoi pas à l'école, tu vois? Même bon, après c'est peut-être pas le rôle de l'école malheureusement, mais voilà, donc il y a cette éducation émotionnelle et cette, traversée des émotions qu'on va aller travailler. Il y a un travail aussi sur l'estime de soi parce que, souvent, l'estime de soi peut être déjà, bien malmenée avant que le trouble ne s'installe, mais le trouble en lui-même vient vraiment mettre l'estime de soi à mal, parce que le trouble, qu'il soit diagnostiqué ou pas, vient nous dire: «Mais c'est nul ce que tu fais, mais pourquoi tu y arrives pas?» Enfin, il y a vraiment beaucoup de pensées de dévalorisation aussi, donc le travail sur l'estime de soi, va vraiment être important. Sur aussi, tu sais, cette part de nous qui vient, nous déconsidérer sans arrêt, qui vient être, comment? Ah, je trouve pas le mot, harcelante, voilà, cette part de nous harcelante, donc voilà, l'estime de soi. La honte aussi, c'est une émotion qui est, très souvent présente, dans les troubles, alimentaires. Donc ce travail, voilà, global sur l'estime de soi. On va travailler aussi sur l'image corporelle, qui est, là aussi, très malmenée, voire très déformée. Alors l'image corporelle, elle se travaille aussi en pluridisciplinarité, hein. Tu parlais de la complémentarité des approches et moi aussi j'encourage beaucoup les personnes à avoir un suivi pluridisciplinaire et pour moi il est même indispensable en cas de trouble des conduites alimentaires. Pour moi c'est, de toute façon, pas négociable qu'il y ait pas un suivi médical, quand tu as un trouble, de toute Mmh. façon le trouble va être diagnostiqué par un médecin, hein. C'est pas, voilà, ni moi ni toi qui Mmh. allons, poser de Oui, oui, diagnostic, hein, j'ai puisque pas c'est un précisé, diagnostic, mais
Ouais. voilà, c'est la enfin, c'est la médecine, la naturopathie, la psychologie et la médecine, enfin voilà, ça va vraiment ensemble Tout et en à tant que fait. naturopathe, on peut vraiment pas, ne pas dire à la personne d'être suivie des 2 Mmh. côtés, quoi, des 2 autres côtés que nous, Bien quoi. sûr, bien sûr. Donc voilà, l'image corporelle aussi va venir se travailler en psychothérapie, mais pas que, hein. Il y a, tu vois, sur le podcast aussi, j'aime bien faire intervenir des personnes qui travaillent avec d'autres approches, bah, dont la naturopathie, mais aussi, par exemple, j'avais reçu une psychomotricienne et j'avais trouvé vraiment intéressant de venir travailler aussi au niveau des approches psychocorporelles, ou comme la sophrologie ou voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour sur, tu vois, les différents pôles, en fait, que Mmh. mais après en s'adaptant selon, le vécu de la personne, selon son histoire aussi. En psychothérapie, on va potentiellement travailler sur, le vécu de la personne, son histoire, peut-être il y a eu des traumas, qui ont été traversés ou tu sais ce que j'appelle à moi les micro-traumas? Tu sais, c'est typiquement la personne me dit: «Non, mais moi, j'ai rien vécu de grave dans mon enfance, je comprends pas, comment ça se fait, moi j'ai mon enfance c'était super, j'avais tout, pour être heureuse, des parents aimants, j'ai pas vécu de voilà, de grosses choses, hein». Et puis quand on creuse, bah, il y a eu ah oui, il y a quand même eu ça, ah oui, puis il y a eu ça et puis aussi ça. Tiens, puis j'ai été, un petit peu harcelée. L'autre jour, j'ai une personne dans un témoignage qui disait: «Oui, j'étais un petit peu harcelée», mais non, c'est quoi ça, un petit peu harcelé en fait? Donc, tu vois, parce qu'il y a souvent, cette minimisation en fait, du vécu qui va, venir faire dire: «Oh non, mais moi c'est pas grave, moi, je souffre pas tant que ça, enfin, il y a pire que moi», oui, mais non en fait. Même s'il y a toujours pire, bien sûr qu'il y a toujours pire et on ne peut pas souhaiter le pire aux personnes. Mais, bah, il y a quand même des choses qui se vivent dans la vie qui peuvent paraître anodines ou que l'entourage a minimisées. Tu vois? Je pense par exemple, pour un enfant ou même un adulte, hein, la perte d'un animal de compagnie. Tout l'entourage va venir dire, «Oh mais c'est pas grave, c'est qu'un animal, machin, machin». Mais qu'est-ce que la personne elle a pu vivre en fait de traumatique pour elle, Bon, c'est un exemple, hein, comme ça, hein, qui me Mmh. vient là, Ouais, ouais. mais voilà ce qui me vient. OK. Ouais, ouais. Bah, ça me parle beaucoup cette minimisation parce que moi, Mmh mh. j'étais beaucoup là-dedans aussi, oui, je me suis un petit peu fait harceler, Mmh, c'est ça. puis avec mes problèmes de santé aussi, c'était vraiment, oui, Mmh. j'ai un petit peu la diarrhée, juste 10 fois par jour, mais Ah beh, oui. je me faisais un petit peu vomir, mais juste 7 fois par jour. Mmh. C'est ça, mais oui, c'est ça. Bon, Mmh. La maladie aussi, hein, fait ça, hein. Le ouais. trouble, hein, encourage vraiment les personnes à dire, bah, non, enfin, à être dans cette minimisation-là, hein, parce que Mmh. c'est la maladie prend le contrôle, en fait, Mmh. sur la personne, hein. Mmh. Ouais, tout à fait. Et puis, oui, donc parmi les outils, bah, c'est vrai que, ce qu'on m'a enseigné aussi dans ma formation, on passe un petit peu sur tous les pôles que tu as mentionnés, l'estime de soi, la Mmh. pleine conscience et cetera. Mais c'est vrai que pour tous les sujets un petit peu d'estime de soi, de confiance en soi, de trauma et cetera, c'est des choses que moi j'évoque dans mes accompagnements, mais c'est sûr que c'est pas aussi poussé que pendant une longue séance de psy où on va parler d'une thématique et cetera. Donc je pense que c'est intéressant aussi d'aller creuser, hem, ben, ces sujets-là avec, bah, une vraie professionnelle de la psychothérapie. Et par contre, du coup, je suis curieuse pour la pleine conscience. Toi, du coup, est-ce que tu as des exercices que tu fais faire? Parce que moi, du coup, donc j'ai, un petit peu tout un panel aussi d'exercices de pleine conscience, Mmh mh. comme, le scan corporel, Mmh l'exercice mh. du raisin sec, des exercices pour, Mmh. manger en conscience et cetera. Est-ce que toi aussi, c'est des choses que tu proposes, du coup? Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors d'autant plus dans, mon accompagnement de groupe parce que bon, j'accompagne en thérapie individuelle des personnes et là vraiment je vais m'adapter, bah, selon les personnes en fait et par exemple, je vais proposer une pratique pendant, la séance, bah, voilà, on pratique selon ce qui me vient ou selon le besoin de la personne, tu vois? Après dans l'accompagnement de groupe,
Il y a des séances un peu, typiques en fait qui sont, sur une plateforme que les personnes peuvent faire quand elles le souhaitent, mais que je peux aussi en individuel, suggérer ou envoyer, tu vois, l'audio à la personne. Le scan corporel effectivement qui est, je trouve, une pratique, très aidante pour, venir, se reconnecter aux sensations globales du corps en fait. C'est vraiment un travail de fourmi parfois, tant, ça peut être complètement déconnecté, hein. Ce qui était mon cas d'ailleurs, hein. Oui, je l'ai pas précisé, mais, pendant tout ce travail en fait entre 2018-2019 et aujourd'hui, j'ai, suivi le cycle MBSR de pleine conscience, hein, de 8 semaines, qui est un cycle très encadré autour de plus, le stress en fait, mais qui suit un protocole, dans lequel il y a entre autres, le scan corporel, enfin où on fait ces exercices un peu, enfin un peu beaucoup formels, de pleine conscience, le grain de raisin et cetera. Donc, ce sont des exercices que je propose aussi aux personnes que j'accompagne, ou les pratiques en mouvement, tu vois? Moi, j'aime beaucoup parce que moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, tout ce qui est pratique, de pleine conscience en mouvement, méditation en mouvement, comme la marche en conscience, comme, bah, voilà, les mouvements qui nous viennent, en pleine conscience, en étant vraiment centré sur les sensations corporelles, quand on lève le bras, quand on, je sais pas, tourne la taille, quand, que ce soit allongé ou debout. Donc toutes ces pratiques-là, je trouve sont vraiment aidantes. OK, ça marche. J'ai sauté une question tout à l'heure, sur, Mmh. la définition des TCA parce que du coup les TCA donc c'est Mmh. des psychopathologies. Tout à Donc, fait. je voulais profiter, bah, de ton savoir de psychothérapeute pour que tu définisses avec tes mots, du coup, les différents TCA. Oui, alors déjà d'une manière globale, il y a pas vraiment de réelles frontières, pas toujours, entre Mmh. les différents troubles des conduites alimentaires et certaines personnes vont naviguer parfois entre différents troubles, au fil des mois ou des années, voilà et moi j'aime bien parler d'un spectre en fait des troubles alimentaires, sachant que d'un côté du spectre, d'un côté du spectre, il y a les troubles diagnostiqués, qui sont, comme tu le disais, hein, des troubles psychiatriques qui vont être diagnostiqués par des médecins. Et puis, il y a tout ce qu'on peut appeler soit troubles subcliniques, soit alimentation troublée, soit voilà, où on n'est pas vraiment dans quelque chose de diagnostiqué parce que ça va pas répondre précisément aux critères diagnostiques, mais n'empêche que et en fait, ce qui va réunir tous ces troubles-là, c'est le fait que le comportement alimentaire, ne va pas être, comment dire? Par rapport à d'autres personnes qui vivent dans la même culture, parce qu'au niveau culturel, on peut avoir, des façons de manger différentes, hein, mais par rapport à des personnes qui sont dans la même culture, on va avoir un comportement alimentaire qui est différent, que ce soit au niveau, qualitatif, quantitatif, au niveau des pensées aussi autour de la nourriture. Et puis surtout que ça va venir faire souffrir la personne. C'est-à-dire que, ça va générer de la tension, ça va générer du stress, ça va générer des émotions vraiment difficiles. Ça va occuper beaucoup de place au niveau de la charge mentale, au niveau des pensées et donc voilà, ça va pas être confortable. Donc après, il va y avoir les troubles donc diagnostiqués, les troubles des conduites alimentaires, les 3 hein, qui sont, vraiment les plus connus, on va dire, hein, parce qu'après il y en a d'autres, qui sont un petit peu moins, connus. Il y a 3 principaux troubles des conduites alimentaires, puis peut-être qu'on pourra regarder ensuite ceux qui sont, un petit peu moins connus. Mais il y a, les troubles de type, restrictif, que sont, l'anorexie mentale, donc où on va avoir vraiment, une, un rétrécissement, une réduction, oh là, je vais y arriver. L'anorexie mentale, où on va avoir une réduction en fait des apports, alimentaires, où la personne va, éliminer alors ça peut se faire d'une manière très,
brusque en fait, ou très progressive, où on va éliminer de plus en plus d'aliments et vous va y avoir une préoccupation en fait sur le poids, sur la silhouette. La personne va parfois perdre beaucoup de poids d'un coup, ou ça peut prendre plus de temps, mais on va noter une chute en fait du poids. Une préoccupation autour du poids et de la silhouette, ça va être extrêmement difficile de se dire que potentiellement on peut reprendre le poids qu'on a perdu ou qu'on peut dépasser un poids ou une silhouette. Il va y avoir une préoccupation sur l'image corporelle, une focalisation parfois sur certaines parties du corps qui vont être vues comme toujours trop grosses, toujours grosses. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est-à-dire que la personne ne se voit pas telle qu'elle est réellement en fait. Et donc une impossibilité à remettre une alimentation plus, comment dire, normale. J'aime pas employer ces mots de normale, Nourrissante, parce quoi. qu'en tout cas suffisante en Mmh. fait, et nourrissante. Voilà. Mmh. Merci. Je trouve que le terme est plus adapté. Donc ensuite, dans le type restrictif, il va aussi y avoir la boulimie, mais dans la boulimie, il va y avoir des crises en fait de boulimie, des crises de compulsion qui sont définies par des apports en fait alimentaires qui vont être bien au-dessus de quantité qu'une personne lambda mangerait dans un même temps, au même moment. Donc des crises de compulsion très fortes, qui vont être suivies de comportements, compensatoires, de type, vomissement ou, purge, laxatif ou sport. C'est-à-dire que derrière les crises ou, en anticipation des crises, on va avoir un comportement compensatoire pour, réduire l'impact, des crises. Dans le cas de la boulimie, on n'a pas forcément de perte de poids. Ce qui peut être, tu vois, je trouve que c'est vraiment encore plus compliqué. Ils sont tous compliqués à vivre, les troubles, des conduites alimentaires. Mais dans la boulimie, ça ne se voit pas, en fait, sur le corps. Donc l'entourage peut ne pas se rendre compte. Alors ça il peut finir par y avoir des impacts, très graves, hein, sur la santé, physiologique, de par les vomissements, de par, le sport à outrance, les laxatifs et cetera. Mais au niveau de la silhouette, on va avoir une silhouette, qui ne fait pas transparaître en fait, le trouble. Ce qui peut encore plus, tu vois, se faire dire à la personne: «Non mais moi, ça va quoi, je suis pas maigre», comme dans le cas d'une anorexie qui peut conduire à une hospitalisation, hein, parce qu'un des critères d'hospitalisation, par exemple, ça va être, entre autres un IMC très bas ou des malaises ou, donc voilà, ça c'est pour la boulimie, vomitive, où on vomit pas toujours d'ailleurs. Donc boulimie, nerveuse, hein, je crois Mmh. que c'est le terme, voilà. Et puis il y a l'hyperphagie, alors qui est un trouble qui a été, mis dans les critères diagnostiques depuis pas si longtemps, hein. Je me souviens plus de l'année exactement, mais c'est plus récent que, l'anorexie ou la boulimie. Et donc, pardon, l'hyperphagie, on va avoir des très grosses crises de compulsion aussi, mais qui ne sont pas suivies de comportements compensatoires, en fait. Donc, c'est généralement lié à une prise de poids qui peut s'étaler sur, des années, hein, mais voilà, la différence entre la boulimie et l'hyperphagie. Et ensuite, il y a d'autres troubles qui sont moins connus, mais dont on commence quand même à parler plus. Je pense par exemple à l'orthorexie, qui va être une préoccupation autour de l'alimentation saine, de l'alimentation santé, qui va devenir, très, très, préoccupante pour la personne. C'est-à-dire que ça va générer une charge mentale très importante, le fait de bien manger, de surtout pas sortir, tu vois? C'est un contrôle en fait qui va être mis alors, dans l'anorexie aussi, hein, c'est moi je parle souvent de maladie du contrôle, tu vois? Parce qu'on a un contrôle très, très fort. Dans l'orthorexie aussi, on va avoir un comportement très rigide en fait, et c'est cette rigidité autour du comportement alimentaire qui va, permettre de se dire: «OK, mais là, il y a peut-être un problème en fait, puisque je suis dans cette rigidité-là». Et puis après, il y a d'autres troubles qui sont, moins connus et moins diagnostiqués, comme le pica par exemple, hein, où la personne va manger, des choses qui sont pas comestibles, comme de la terre, comme, du carton, enfin, voilà,
Je vois ta tête Je parce qu'on se connaissais voit pas du avec tout, des je yeux connaissais pas ronds, du tu tout sais? ça. Voilà, C'est fou ça. le PICAR, je pense que c'est un acronyme, je sais plus l'acronyme de quoi c'est, mais oui, effectivement, c'est moins connu et moins, diagnostiqué, hein, Waouh, mais ouais, oui, oui. c'est fou ça. OK. Bon, bah, Mmh. j'aurais appris quelque chose, enfin, plein de choses, mais ça surtout. OK. Bah, merci pour ces définitions, c'est bien de pouvoir, avoir, heu, des mots de psy pour bien préciser tout ça. Mmh. Oui, alors Hem, c'était vite balayé, hein, oui, là, pour oui. le coup, hein, mais Ouais, ouais. Non, mais c'est important parce que souvent aussi on se met soi-même dans des cases aussi et qui voilà et mmh. Oui, sachant qu'au-delà du diagnostic, tu vois, je l'ai pas précisé, mais finalement, l'accompagnement, ça va être peu ou prou le même et que ce soit une alimentation troublée, ou un trouble subclinique ou un trouble diagnostiqué, on va venir travailler sur ce qu'on se disait tout à mmh l'heure, tu vois? estime de Donc soi et cetera. voilà, tout à fait. Alors, bien sûr que c'est important quand il y a besoin de poser un diagnostic de le poser, pas pour mettre les personnes dans les cases ou avec une étiquette, mais ça vient aussi, tu vois, il y a pas longtemps, je discutais avec une personne que j'accompagne qui dit: «Mais moi, j'ai besoin que, comment dire? Ça se soit, estampillé parce que pour mon entourage, bah oui, c'est vraiment vrai que je souffre de quelque chose, en fait et c'est vraiment vrai. C'est pas moi juste qui me crée un problème, en fait. Il y a une maladie derrière, il y a un Mmh. trouble qui est connu, qui est répertorié et donc qui peut se soigner, tu vois? Potentiellement, il y a ça aussi qui peut se vivre derrière. OK, si c'est connu, si c'est diagnostiqué, ça veut dire que je suis pas la seule ou le seul déjà à vivre ça, mais en plus, ça veut dire qu'on peut peut-être faire quelque chose et l'entourage peut dire: «OK, ah ouais, là, il y a vraiment un problème en fait», Mmh. tu vois? Mmh. OK, OK. J'avais envie qu'on creuse un petit peu, les causes profondes qui reviennent le plus souvent en fait, ou s'il y en a en fait qui reviennent, Mmh. plus que d'autres en tout cas, que Mmh. tu peux trouver, en consultation. Mmh. Oui, alors ça, je trouve que c'est compliqué parce que chaque histoire est différente et voilà, alors oui, il y a, souvent, mais tu vois, j'ai pas envie de mettre là aussi des étiquettes Mmh. ou d'enfoncer des portes ouvertes par rapport à ça. Donc la question des traumas, effectivement, on retrouve souvent, dans les troubles des conduites alimentaires, des traumas, mais pas forcément, en fait. Donc tu vois, je dis pas forcément parce que c'est F ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui arrivent en disant: «Mais moi je comprends pas, j'ai pas vécu», enfin et cetera, hein, de ce que je disais Mmh. avant. Donc il peut y avoir, on retrouve, mais pas forcément. Et oui, non, j'allais dire un truc, mais non, c'est même pas vrai. Parce que tu vois, j'essaye de faire du coup des familles, Mmh. de me dire: «OK, soit dans les témoignages que j'ai enregistrés, soit dans les personnes que j'accompagne, est-ce qu'il y a tu vois, des grandes familles et cetera?» Oui et non, en fait, donc bon, la question des traumas, il peut y avoir dans l'éducation aussi, une préoccupation autour du corps, autour de l'image corporelle, mais pas forcément. Mmh. Mais il peut y avoir, tu vois, ou par exemple des jeunes filles en l'occurrence qui ont, pratiqué des sports, qui centraient beaucoup sur la silhouette, tu vois? Bon, typiquement la danse, Mmh. hein, mais pas que. J'ai enregistré un témoignage il y a pas longtemps d'une jeune femme qui, pratique encore la natation synchronisée. Voilà, c'est typiquement un sport où voilà, tous les sports où il y a, tu sais, des catégories de poids aussi, pour se maintenir ou pour aller vers une autre catégorie de poids. Donc on Ouais. va en fait, être focalisé sur le poids. Donc soit dans l'éducation, au niveau sportif, une préoccupation autour du poids ou de la silhouette. Être élevé par des parents qui, focalisent beaucoup aussi là-dessus, ça peut, tu vois, ça peut jouer sur le développement du trouble. Mais parfois aussi, bah, on retrouve pas d'explication, tu vois? On retrouve pas de cause, profonde, on retrouve pas, ou ça peut être un faisceau de choses, en fait, qui viennent, Mmh. tu vois? Voilà. Donc cette question des causes, alors oui, en psychothérapie, souvent, on se dit: «Ce serait important que je trouve la cause».
Parfois on la trouve et parfois ça apporte un certain soulagement parce qu'on se dit: «OK, c'est pas moi tout seul qui m'ai créé ça» et il y a des explications. Mais parfois on trouve pas et j'allais dire c'est pas si grave que ça en fait, parce que ce qui est intéressant au-delà des causes, parce que des fois ça peut faire une belle jambe aussi, hein. On se dit: «Bah OK, oui, c'est passé ça, OK. Mais alors après, qu'est-ce que OK, où ça me mène en fait de trouver cette cause?» Donc voilà, on travaille, on cherche, on essaye d'analyser, mais après on avance en fait, avec ça. Donc je sais pas si ça répond à ta Mmh. question. Ah bah, non, mais si, ça y répond, hein, bien sûr, il y a pas de mauvaise réponse. Bah, justement, moi, je voulais un petit peu aussi creuser, l'impact, de la famille, par exemple, des parents. Donc a priori, oui, bah, tu as un petit peu répondu à ma question. C'est Mmh une mh. cause qui revient souvent quand même, hein, l'influence des parents. Donc, comment ça se traduit, en fait, pour toi, dans ce que tu as observé? C'est-à-dire? Cet impact, en fait, Ah, l'impact de la l'influence, famille, ouais. oui, oui. Oh alors là, ça peut être tellement vaste, là aussi. Alors dans les questions autour de la préoccupation, du poids et de la silhouette, bah, il peut y avoir une influence effectivement. Si par exemple, tu vois, je suis une petite fille ou une jeune fille qui, voit sa maman au régime, sans arrêt ou qui voit sa maman, hem être préoccupée par ce qu'elle mange ou ne pas manger la même chose que nous, même si elle ne m'impose pas quelque chose, bah, je peux baigner, tu vois, dans ce climat, en fait, de préoccupation autour de ça. Alors je dis petite fille, hein, parce que je pense que nous sommes, plus, touchés par ça, mais les garçons aussi, hein, même si c'est moins courant. On peut retrouver aussi, tu vois, on sait de plus en plus qu'il y a des causes génétiques autour, des troubles des conduites alimentaires. Donc, il peut y avoir une transmission au-delà de l'éducation, tu vois, au niveau, génétique héréditaire. Donc, et ça, bah, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, hein. Je dis pas ça parce que pour dire que c'est une fatalité, forcément, si j'ai une mère, qui a souffert d'anorexie, je vais en souffrir aussi, hein, non, parce qu'après il y a le contexte qui vient se remettre dessus, hein. Mais il y a la question de la génétique, hem, l'influence des parents. Après, ça peut être aussi, une éducation, des violences, tu vois? Par exemple, qui ont été vécues, dans le contexte, familial, que ce soit des violences physiques ou psychiques. Donc c'est très vaste, cette question-là, hein. Ouais. Je je Non, il y sais a pas pas de si toi souci. tu as des pistes, là-dessus ou si tu pensais à des choses en particulier? Non, non, je pense à rien en particulier. J'avais juste envie que tu en parles parce que moi aussi, bah, c'était un petit peu mon expérience, voilà. Oui. Même si, quand j'en parle à ma mère, voilà, c'est des conversations qui deviennent un petit peu compliquées parce que c'est toujours difficile de Ah! parler de ce genre de choses sans faire culpabiliser, le Et parent oui, qui lui-même finalement, s'est infligé des choses donc oui, il fait du mieux qu'il peut, hein, bien sûr. ouais, Mais oui, ouais, c'est clair. tout à Hem, fait. Oui, oui. donc voilà, Oui c'est clair que et finalement d'ailleurs, pour voir le truc dans l'autre sens, tu vois, dans le contexte familial, je trouve tellement précieux quand il y a une éducation alimentaire qui est transmise aussi aux enfants. Tu vois, dans le comportement, alimentaire, serein, on a aussi cette relation aux aliments variés, pour retrouver, une alimentation sereine et intuitive et manger de tout si tu veux, sans classifier les aliments et cetera. Bah, il faut aussi avoir eu cette éducation à une diversité alimentaire pendant l'enfance, en fait, où les parents vont proposer aux enfants des aliments variés, ne vont pas diaboliser, tu vois, certaines catégories d'aliments. Ça ne veut pas dire que, l'intention, c'est de donner des bonbons toute la journée aux enfants, mais ne vont pas, tu vois, être dans cette interdiction. Par exemple, moi, j'entends des personnes qui disent: «Bah, oui, non, moi, quand j'étais petite, c'était interdit. Il y avait aucune sucrerie à la maison, on n'avait pas le droit d'en manger», tu vois, il y avait une espèce de crispation en fait, et mmh. hem et tout le but de retrouver un comportement serein, c'est de flexibiliser aussi ça. Donc si pendant l'enfance, j'ai été soumise à des injonctions, des «il ne faut pas» et cetera, voilà. Ou
À l'inverse, si dans mon enfance, j'ai eu des parents qui avaient pas trop non plus, eux, d'éducation alimentaire et qui, par exemple, ne cuisinaient pas, achetaient beaucoup de plats, tout faits, ne m'ont pas appris à cuisiner, enfin à avoir cette, ouverture en fait à une alimentation variée, bah, ça va être compliqué en fait Mmh. je peux toujours apprendre, hein, on peut toujours apprendre toute notre vie, mais ça aussi, ça peut avoir une influence, sur la façon dont je vais considérer l'alimentation dans ma vie. Mmh. Ouais, ouais, bah, ça me fait beaucoup réfléchir ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, dans mon cas, en fait, j'étais autorisée à tout. Il y avait pas du tout d'interdit, mais c'était plutôt le contraire dans le sens où, j'étais, une petite fille très difficile et mes parents ont un peu lâché l'affaire et Mmh. ont accepté qu'en fait, je grandisse en étant nourrie, pour la grande majorité de cordons bleus et cetera, parce que je ne voulais manger rien Mmh. d'autre, quoi qu'il arrive et Mmh. qu'ils en avaient Mmh. marre que ça termine en larmes, De se des heures battre. à table, Mais oui. voire, 2 Mmh. paires de claques par mon père qui était pas Mais tendre. oui. Mmh. Mmh. Donc voilà, au fur et à mesure et je pense que j'ai quand même dû intégrer le fait que, bah, on avait lâché et que je mangeais mal et que c'était comme ça quoi, que tant pis et qu'il Oui et y oui avait pas d'autre option quoi. et et d'ailleurs, c'est important ce que tu dis de la cristallisation autour des repas. Dans beaucoup de Mmh. familles, enfin dans beaucoup de familles, il peut y avoir en tout cas cette cristallisation de: «Tu quitteras pas la table tant que tu as pas fini ton assiette», tu vois? Des comportements comme ça qui mettent un enjeu. Alors bien sûr, encore une fois, les parents font du mieux qu'ils peuvent, tu vois? Avec ce qu'ils ont Mmh. reçu eux aussi au niveau de leur éducation et du coup, ils vont ça peut les paniquer, tu vois? Ils peuvent se dire: «Quoi? Mon enfant ne se nourrit pas, il faut qu'il mange et cetera». Mais à côté de ça, bah, peut-être que, assouplir à ce niveau-là peut permettre, par exemple, tu vois, chez les enfants difficiles, ça peut être intéressant de pas stigmatiser autour des repas, mais de leur proposer, je sais pas, des aliments, à disposition dans la journée qu'ils peuvent manger au moment où ils ont envie, tu vois? Où ils ressentent la faim ou et non pas, «C'est l'heure de manger, il faut passer à table», «Si, tu as faim», ça on peut l'entendre, hein. «Bah si, il est Mmh. midi, tu as faim, en plus tu as pas beaucoup mangé ce matin», donc du coup, ça va venir nous détourner, de notre comportement alimentaire, intuitif inné, en fait, avec des règles qui sont mises dès l'enfance, dès la Mmh. toute petite enfance. Donc donc voilà, parce qu'un bébé quand il naît, il sait très bien ce qu'il a à faire, hein. On va pas pouvoir forcer un nourrisson à téter ou à on va pas le gaver avec son biberon. Enfin, tu vois? Il sait très bien réclamer quand il a faim, s'arrêter quand il n'a plus faim, montrer des signes, qu'il a faim et que voilà, qui sont parfois pas toujours évidents à décoder, mais n'empêche que, c'est un apprentissage, voilà, qui se fait de la part des parents. Donc lui, il va se nourrir, selon ses besoins, il va pas se poser 10 000 questions, quoi. Mmh. Mais petit à petit et parfois dès la toute petite enfance, on va commencer à mettre des règles, en fait, à imposer des choses, à mettre des «il faut», «il ne faut pas», voilà, «tu dois», «tu ne dois pas», qui vont commencer à déréguler finalement ce système, qui fonctionne très bien à la base. Mmh. Ouais, totalement. Est-ce que, bah, tu vois, tu disais que parfois tu trouves pas de cause, mais est-ce qu'il y a pas quelque chose, qui est quand même global et est-ce que finalement la cause, en tout cas une des causes, c'est pas toujours la grossophobie collective et l'injonction à la minceur Mmh. et tout ce qu'on voit à la télé, voilà. Je pense j'ai vu que Mmh. tu la suivais aussi, Épicure Nutrition avec ses posts où elle met des Mmh. extraits de séries et tout. Oui, oui. Donc, comment toi, en tant que psy, tu amènes en fait cette déconstruction, ben et cette guérison collective en fait, de tout ça? Oui, alors c'est un long chemin. Mmh. C'est un long chemin. Déjà, il y a l'étape de la prise de conscience, tu vois? Quand on travaille sur, rejeter la culture des régimes, hein, c'est le premier principe, hein, de la thérapie d'alimentation intuitive. Alors oui, je l'ai pas précisé, mais moi je suis pas certifiée dans cette approche-là. J'ai suivi une sensibilisation, on va dire, à cette approche-là, mais la certification, voilà, est anglo-saxonne et vu mon niveau d'anglais, ça aurait pas été
été possible. Mais voilà, je suis sensibilisée à cette approche et donc il y a voilà 10 principes et il ne faut pas oublier que c'est une thérapie qui propose 10 principes, parce que souvent, tu vois, on la réduit cette approche-là à: «Bah oui, je peux manger ce que je veux quand je veux et puis tout ira bien». Bon non, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, hein, et du coup, c'est une approche qui va être beaucoup critiquée à cause de ça en fait, parce qu'on n'a pas décortiqué exactement, à quoi elle correspond. Mais bref, le premier principe, c'est cette déconstruction de la culture des régimes. Donc ça va passer déjà par se rendre compte en fait. Prendre conscience, et tu évoquais hein, le compte par exemple d'Épicure Nutrition qui a fait ces vidéos-là, de se rendre compte dans quel bain nous vivons. Un bain d'images, un bain de paroles, d'injonctions, de marronniers qui reviennent tous les ans au printemps, il faut perdre les 3 kilos avant l'été. Toute cette Ah, là, on est en focalisation plein en fait, dedans, là. on est en plein dedans, qui fait que, tu vois, dans notre société actuelle, ici en France, en 2023 et depuis, pas mal d'années, le corps normé, le corps acceptable et le corps mince, alors avec des variations, hein. Parfois, il faut qu'il soit plutôt comme ci, comme ça, hein. Quand on regarde, les Kardashians, tu sais, là, qui modèlent leur corps en fonction des critères actuels, bon, bah, faut changer tous les 3-4 ans quand même parce que ça évolue pas mal cette histoire-là. Il y a eu des périodes où c'était une maigreur extrême, tu vois, dans les années 90-2000. Enfin, tu vois, je sais plus trop, tous mes problèmes de date. Mais Mmh. voilà, quand tu vois, quand moi j'étais jeune adulte et ado, c'était les débuts de l'aérobic, tu sais, et donc on commençait Jeanne Fonda, tu vois, le corps, voilà. Laetitia Casta, c'était la femme qui avait des formes, tu vois. Donc, Ouais, tu vois, Laetitia mais des Casta, formes là où il euh, faut, quoi. des formes là où il faut, voilà, mais c'était aussi Kate Moss, tu Ouais. vois, des corps maigrissimes qui étaient valorisés. Bon, bref. Donc, cette culture autour de la minceur, tu vois, si on regarde l'histoire, dans les périodes de l'histoire, le seul moment où le corps mince a été valorisé, c'était les périodes où on était plutôt dans l'opulence alimentaire, comme le Moyen Âge. À cette époque-là, on avait un corps mince valorisé. Et puis nous, depuis les années, 70, 50 peut-être, ça a commencé à ce moment-là. Je sais plus exactement, mais c'est pas si vieux dans l'histoire. Mais avant tout ça, on était plutôt dans la valorisation du corps plutôt gros, parce que c'était un signe de richesse, Mmh. d'opulence. Si on regarde dans l'art, hein, Mmh. moi, j'encourage beaucoup les personnes que j'accompagne à regarder dans l'art comment les corps étaient représentés à la Renaissance, même après. Tu vois, on était dans des femmes plutôt bien en chair, avec du ventre. Beaucoup de femmes focalisent sur leur ventre, mais quand on voit les représentations dans l'histoire des ventres des femmes, parce que c'était signe de fertilité, de pouvoir porter des enfants, et c'est bien pour ça que nous avons besoin d'avoir un corps avec de la graisse, hein, parce que Mmh. sinon, comment nourrir un enfant qui grandit dans le ventre et à l'extérieur du ventre. Donc, cette valorisation du corps mince, je trouve qu'en replaçant ça dans le contexte de l'histoire, des millénaires qui nous ont précédés, bah, ça fait pas si longtemps en fait. Donc voilà, donc il y a cette prise de conscience que tout ça est là et puis petit à petit, on ouvre les yeux en fait. Il y a une ouverture et on repère ça partout en Mmh. fait, dans Ouais. les discussions, dans les médias, dans les films que nous voyons. Il y a que des corps minces, mais comment je peux ne pas avoir envie de me conformer à ça, puisque c'est la seule représentation que j'ai autour de moi. Un corps mince, peut-être musclé, peut-être voilà, ça évolue, comme on le disait juste avant. Donc forcément, en tant que femme, si je veux m'identifier, parce que c'est important l'identification et d'autant plus à l'adolescence, hein, quand on se construit au niveau de son identité, de sa personnalité, on fonctionne par identification de son entourage proche, les copines, la famille et puis plus largement, les représentations visuelles. Donc aujourd'hui, on a aussi tous les réseaux sociaux en fait qui sont des bains d'images. En permanence, nous sommes baignés dans des bains d'images qui font toute la journée, nous allons voir des corps minces. Donc, je trouve qu'une chose intéressante à faire en première intention, bah, c'est déjà de se rendre compte et puis d'essayer de changer son environnement visuel. Alors, les films, les images dans la rue, les affiches et tout ça, on n'a pas de pouvoir dessus, mais les réseaux sociaux, par exemple, je trouve que c'est très intéressant de faire du tri, en fait, dans les images qu'on regarde et petit à petit, d'introduire plus d'images de corps diversifiés, que ce soit au niveau de la silhouette, que ce soit au niveau de l'âge,
parce que le jeunisme, hein, on n'en parle pas, c'est pas forcément le sujet là, mais c'est aussi très, très présent. On voit pas beaucoup de femmes de plus de 35-40 ans dans les représentations féminines. Le handicap, tu vois, voir des femmes avec des corps différents au niveau de la Mmh. fonctionnalité du handicap. Bah, vraiment, ça fonctionne, tu vois, petit à petit, quand on se crée un bain d'image différent, la représentation du corps et de notre propre corps va évoluer Mmh. petit à petit. Donc, ouais, je sais plus d'où on était parti là, je Sur comment m'emballe parce que c'est un déconstruire, sujet qui, la oui, grossophobie et déconstruire ça cetera, donc on est et toujours dedans. C'est pas une digression. oui, d'accord. Et puis alors beaucoup de femmes aussi passent par cette question du féminisme en fait, je trouve qui est très liée finalement, hein, à ces injonctions autour du corps. Donc plus ou moins, tu vois, basculer, j'allais dire comme dans cette question autour du féminisme parce que, le corps objet, le corps objectivé, je sais plus comment on dit, Mmh. le corps, utilisé, le corps qui doit être désirable. Voilà, vraiment dans cette réflexion de: «OK, comment je peux choisir moi ma représentation de mon corps?» Parce que je peux me sentir, désirable et désirante dans un corps, qui va sortir de cette norme, en fait. Déconstruire ça passe aussi par, se dire ça, en fait. Mmh. Le corps désirable, le corps, pourquoi ce serait le corps mince, en fait? Mmh mh. Donc voilà, ça vient rejoindre cette question du féminisme, je trouve, où on va alors être plus ou moins dans un engagement par rapport à ça, mais ça vient se faire poser ces questions-là aussi, en fait. Mmh. Moi, en tant que femme, en quoi mon corps, devrait être un objet, agréable à regarder? Agréable pour qui? Agréable pour quoi? Ouais. Voilà, donc Ouais, c'est clair. Moi, ça m'aide beaucoup aussi enfin, ça m'a fait vraiment un gros déclic aussi de comprendre que l'injonction à la minceur, c'était une oppression et une mmh, violence qu'on ouais, acceptait de s'auto-infliger mais oui. pour un système, en fait, qui nous veut pas du bien, en fait. Mmh, Donc mmh. ça, je trouve que c'est très fort pour, Ouais. voilà, quand on commence à avoir des valeurs politiques et cetera, quand on se rend compte de ça, c'est beaucoup plus facile d'un coup de dire, «Allez vous faire foutre», quoi. Oui, c'est ça. Tu as bien résumé. Voilà. Bon, bah, Anne, on arrive à la fin, des questions que j'avais à te Oh. poser. Donc pour terminer, je Mmh. voulais te laisser parler, d'une offre ou d'un accompagnement que tu proposes voilà, faire ta minute auto-promo et aussi, bah, proposer aux personnes que j'accompagne et qui m'écoutent, une option d'être accompagnée par toi si c'est possible. Parce que du coup, je suis un petit peu perdue. Moi, je propose, bah, du coup, je dis aux personnes qu'il faut qu'elles aillent voir aussi un psy, donc j'essaye de proposer des plateformes où il y a du coup aussi où on peut chercher un petit peu des psys. Alors je conseille souvent de trouver des psys spécialisés en thérapie comportale et cognitive pour être sûr d'avoir des gens qui vont, Mmh. tu vois, pas forcément de trouver le vieux psy, de 70 ans Mmh. qui connaît rien, quoi. No offense, mais bon, voilà. Mmh. Donc voilà. Tu peux parler de Mmh. tes offres et éventuellement aussi comment trouver des personnes qui sont Oui. similaires à toi, quoi, Mmh. Oui, oui. on va pas pouvoir aider la Hem, planète entière. non, non, alors, oui, pour commencer par ça, hein, je pense que c'est important, en tout cas c'est mon avis, quand on souffre de troubles des conduites alimentaires, de trouver une personne qui est, au moins sensibilisée à ces questions-là, en fait. Parce que, même sans être, comment dire? Sans le vouloir, on peut être très maladroit, en fait, en accompagnant, soit un trouble des conduites alimentaires, soit une alimentation troublée. Parce que, ce qu'on vient de dire juste avant, nous sommes tous baignés dans cette culture des régimes et de la minceur. Et du coup, ça peut vraiment transparaître dans l'accompagnement en psychothérapie et ça peut créer des maladresses, voilà, qui ne vont pas être aidantes pour la personne. Donc être,
au moins sensibiliser à ça, ça peut être important. Donc, il y a des personnes, bah, voilà, comme moi qui se sont formées plus spécifiquement et par exemple, je pense à, Zoé Desbouis qui est, diététicienne, a mis en place un annuaire sur son site où elle recense des personnes, que ce soit diète, ou psy, ou d'autres approches, dont elle sait que ces personnes sont sensibilisées. Alors, il y en a, qu'on peut trouver au niveau géographique, hein, elle a fait un tri, voilà. Il y en a pas, des milliers et des cents, mais il commence à y en avoir, pas mal. OK. Donc maintenant, c'est vrai que quand je cherche pour des personnes, qui veulent du présentiel, par exemple, et qui sont pas près de chez moi, eh bien je regarde, à cet endroit-là. Après, il y a effectivement une plateforme qui s'appelle Stop TCA. Je sais pas si c'est de cette plateforme dont tu voulais C'était pas parler. celle-là dont je parlais, mais je le connais aussi, ouais. Heu, voilà, qui recense, alors là, c'est en visio, des personnes qui proposent des accompagnements et qui sont, sensibilisées ou formées à l'accompagnement des troubles des conduites alimentaires. Alors pour ma part, pour travailler avec moi, il y a deux façons de travailler. Pour les personnes qui souffrent d'un trouble diagnostiqué, moi je vais plutôt conseiller de prendre un rendez-vous en individuel, en psychothérapie, parce que je vais en parler ensuite, mais j'ai un accompagnement de groupe, mais qui n'est pas forcément, dédié aux personnes, qui souffrent d'un trouble diagnostiqué, où ça va nécessiter là un suivi pluridisciplinaire, voilà et un travail en psychothérapie, plus profond, on va dire ça comme ça. Donc, moi, je travaille donc à mon cabinet, à Dourdan, pour les personnes qui sont dans le sud de l'Essonne, je les reçois avec, plaisir et puis sinon je travaille, de plus en plus en visio. Je commence à avoir un agenda assez tendu, en tout cas là, nous sommes en avril, je n'ai plus beaucoup de disponibilité mais, vous pouvez toujours me contacter et puis on en discute ou voir sur le calendrier en ligne s'il y a des possibilités. Pour l'instant, par exemple, en fin de journée, c'est plus possible. Mes créneaux sont pris. Mais voilà, après, n'hésitez pas à venir vers moi. Moi, je peux me mettre de côté vos coordonnées et vous recontacter ou vous envoyer vers une autre personne si moi, j'ai pas de disponibilité. Et puis ensuite, il y a mon accompagnement de groupe. C'est mon accompagnement chouchou. C'est mon petit bébé. Tu sais, j'ai l'impression que, voilà, qui s'appelle Indépendance Cannelle et que je propose depuis fin 2021. Donc maintenant, je travaille avec des cohortes, constituées, que j'accompagne pendant 1 an. Ce sont des petits groupes, hein, de personnes, où il y a à la fois un travail en autonomie, j'en parlais tout à l'heure, hein, avec une plateforme sur laquelle les personnes peuvent, regarder des contenus qui sont plus, théoriques, avec des exercices qui sont proposés. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je répétais tout le temps la même chose, en fait, aux personnes. Mmh. Donc je me suis dit: «Il y a peut-être certains points, que je peux, enregistrer, en fait, et que les personnes peuvent soit visionner, il y a des vidéos ou des audios, faire de leur côté». Et puis on se retrouve toutes les 2 semaines en live sur Zoom avec les personnes du groupe pour, échanger, pour répondre à leurs questions, pour avancer tout ensemble. À côté de ça, il y a aussi des rendez-vous individuels qui sont proposés dans l'accompagnement pour jalonner un petit peu le parcours de la personne et lui permettre bah, par exemple, je propose d'en prendre un en arrivant, tu vois, pour quand le groupe se constitue, pour un petit peu, voilà, voir où en est la personne, se fixer des intentions pour cette année pendant laquelle on travaille ensemble, etc., etc. Et puis voilà, de répartir et puis de garder un rendez-vous pour la fin, pour se dire au revoir, pour conclure. Et puis il y a aussi une communauté dans laquelle nous échangeons quasiment au quotidien aussi. On va trouver du soutien, où moi je suis présente en semaine sur cette communauté pour répondre aux questions, pour proposer aussi des exercices, des exercices de pleine conscience par exemple, qui me passent par la tête. Je me dis tiens, je vais l'enregistrer, je vais le proposer au groupe. Donc il y a ce soutien vraiment rapproché en fait, hein, et on est tout ensemble. Alors je dis toutes parce qu'il y a eu que des femmes dans cet accompagnement jusqu'à aujourd'hui, mais moi je ne suis pas, c'est pas fermé aux hommes, hein, en fait. Et du coup, je trouve ça tellement puissant de travailler en groupe. Moi, j'adore accompagner des groupes, j'adore participer à des groupes en tant que personne qui participe au groupe. Je trouve que c'est un catalyseur en fait hyper puissant et ce que disent les personnes, alors il y a quelques personnes qui ont témoigné sur le podcast, qui sont sorties de cet accompagnement, c'est que vraiment le fait d'être
ensemble déjà, on n'est plus seul, on se dit plus mais je suis un ovni là, il y a que moi qui fonctionne comme ça, il y a que moi qui traverse ça. Ben non en fait, et même si les vécus sont différents, on va retrouver une communauté aussi de choses qui se vivent. Et puis dans les rencontres en groupe, il y a des personnes qui disent des fois moi j'avais pas forcément de questions, mais c'est, on se retrouve et c'est chouette d'être dans cette régularité. Mais en entendant ce que vit l'autre personne, je me dis ah mais oui, mais moi aussi en fait. Ou alors bah oui, ça me dit quelque chose. Ou alors je traverserai ça plus tard et d'entendre la personne en parler, je me dirais bah oui, il y a aussi telle personne qui a vécu ça et c'est pas grave, elle a pu traverser. Enfin voilà. Donc, bon voilà, moi je suis, amoureuse des accompagnements de groupe et je trouve ça extrêmement puissant. Donc, Indépendance Cannelle, c'est un accompagnement qui dure 1 an. Il y aura une prochaine session à l'automne, maintenant qui sera relancée et voilà, là pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai créé aussi une liste d'attente en attendant, oui, le pléonasme, en attendant, l'automne pour, communiquer, régulièrement et voilà, n'hésitez pas à venir me questionner là-dessus. Et puis, je veux pas oublier de reparler d'Indépendance Cannelle, je viens de le faire. Et puis, je ne veux pas oublier de reparler du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir, qui est mon autre bébé, hein, depuis 2 ans maintenant, où il commence à y avoir beaucoup d'épisodes, beaucoup de témoignages, beaucoup aussi d'épisodes que j'enregistre moi, où je vous partage des concepts, des choses auxquelles je pense. On a parlé du poids, on a parlé du poids et de la santé, on a parlé de la grossophobie, on a parlé des émotions, on a parlé de tout un tas de choses. Mmh. Et voilà, n'hésitez pas à le découvrir sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur mon blog où on va retrouver chaque épisode avec un article dédié. Voilà. Mais écoutez, c'est encore mieux. C'est clair, je vous conseille. Eh bien, merci beaucoup Anne pour tous tes partages et puis, je crois que tu en as pas parlé, on peut te retrouver aussi sur Instagram du coup, Mais en oui, cherchant tout à Anne fait. Pioz Psy, un truc comme ça? Oui, Anne Pioz Psy, ouais, tout à Voilà, fait. donc je mettrai aussi, les références pour te contacter dans la description de l'épisode. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Anne, merci beaucoup à Merci. tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye.